Bonjour, bienvenue et bienvenue à cette table ronde sur le thème de la révélation de l'ancien à travers le contemporain dans les musées. J'aimerais donc féliciter toute l'équipe qui a travaillé, qui a rendu les choses possibles pour ce symposium. J'ai 5 collègues très renommés avec moi qui sont de la région ou au-delà. Certains travaillent directement avec les objets dans la nature. Et je trouve que ce qui est fascinant, c'est ce lien entre l'objet, la nature et le public. Je vais donc me présenter, ensuite chacun de nos collègues. Nous avons 1 heure de conversation entre nous et des questions-réponses ensuite. N'hésitez pas à nous poser donc vos questions dans la boîte de dialogue qui s'inscrit en bas de votre écran. Je suis Noria Razian. Je suis donc responsable des expositions au Jamil Arts Center. Nous avons une collection qui agrandit, qui s'agrandit. Notre ambition est de la développer encore. Donc, on m'a demandé d'être la médiatrice, l'animatrice de cette table ronde. Donc, pour l'idée, c'est vraiment la mémoire, l'histoire, mémorialisation de notre patrimoine. Il y a des spéculations, bien sûr, c'est imaginaire, parce que certains sites et certains objets, bien sûr, ne sont plus, ont disparu. Nous avons récemment, pour quelques jours encore, l'exposition de Michael Rakowitz. Si vous avez l'occasion de passer nous voir, elle se termine le 22. Notre conversation va revenir aux objets et les processus qui transforment ces objets en objets à voir après le site archéologique sur lequel ils sont trouvés. Nous avons réfléchi également sur l'année dernière, sur toute cette année passée, réfléchir aux institutions, aux musées, le pouvoir de représentation qu'ils ont et les évolutions qu'ils peut-être doivent subir. Puis nous verrons peut-être certains objets plus particuliers. Donc, je vais vous présenter nos panélistes. Le docteur Peter Magui est directeur du Musée national de Zayed. Il a son histoire, sa vie est très liée à l'histoire de la région, l'histoire muséale de la région. Le docteur Caroline Autret, elle directrice d'archéologie et d'histoire de l'art à la Sorbonne, à Abu Dhabi. Elle est également maître de conférences. Elle est spécialisée dans les ères grecques et romaines et mène des sites, des fouilles dans la région. Claire Davis est assistante conservatrice d'art contemporain du Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie, au Met. Le docteur Ege Yildirim est urbaniste spécialisé dans la conservation du patrimoine et sa gestion. Elle a plus de 20 ans d'expérience en Turquie et à l'international. Elle est spécialisée dans le patrimoine et le développement durable. Elle est également un point focal pour le développement durable. Et enfin, Dr Guillaume André, il est conservateur en chef des arts asiatiques et médiévaux pour le Louvre à Abu Dhabi. Il a mené des recherches, mené des sites, des fouilles en Mongolie. La première question avec laquelle j'aimerais commencer, et peut-être Claire n'étant pas avec nous, j'espère qu'elle se joindra à nous bientôt. Je voulais peut-être démarrer avec la réflexion du contemporain dans le musée encyclopédique. Et quelle est l'impulsion qui pourrait mener les musées vers une transition particulière? Je vais commencer avec Peter.
Vous êtes en cours de développement de collection, de présentation de votre musée. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Le fait d'activer des présentations qui soient transhistoriques et comment vous pensez pouvoir intégrer des pratiques transdisciplinaires? Oui, absolument. D'abord, avant de répondre à cette question, excellente question, je voudrais remercier les organisateurs pour ce symposium et également saisir l'opportunité de féliciter le Louvre Abu Dhabi pour sa 3e anniversaire. Et je voudrais dire à vous tous que nous avons hâte de vous voir et que nos musées puissent rouvrir. Pour revenir à votre question, je pense qu'elle est excellente. Nous, au musée Zayed, nous avons une très, très vaste collection d'artefacts historiques, des manuscrits, de restes historiques sur une très grande période historique. Au sein de cette collection, il y a une différence profonde dans les histoires potentielles que nous pouvons attacher à ces artefacts, à ces objets. Les objets eux-mêmes sont là aussi pour renforcer notre narration, notre mise en récit et raconter l'histoire extraordinaire de notre région. Au sein de cela, de ce très, très grand éventail de notre collection, de ces... c'est vrai que l'art contemporain a un rôle très important à jouer. Si nous enlevons l'art contemporain, même si les objets restent et que les gens ressortent avec une nouvelle appréciation, l'art contemporain ne fait que rajouter à l'ancien. Par exemple, je suis souvent frappée par des statues, la manière dont nous installons des statues monumentales qui ont également ce pouvoir historique très important. Ce que je demande peut-être à nos visiteurs, c'est de se focaliser sur nos statues. Et c'est quelque chose que nous recherchons au Musée national Zayed et pour nous, l'art contemporain est extrêmement intéressant. Toutefois, nous ne sommes pas un musée d'art contemporain. Nous sommes spécialisés dans la diversité de l'histoire locale et c'est vrai que l'art contemporain ne fait que rajouter à cela. J'ai une équipe particulièrement apte à transmettre ce récit de manière à ce que que le récit ne soit pas disloqué, que l'histoire continue et traverse jusqu'à nous. C'est quelque chose que nous sommes dans un processus de réimagination constant. Merci. Guillaume, j'aimerais peut-être que vous répondiez également. Le Louvre a une approche particulière par rapport à sa présentation. Est-ce que vous avez évolué par rapport au début de votre pratique et la manière dont vous interagissez avec votre distribution? Est-ce que vous pourriez nous parler davantage de votre approche? Merci. Je voulais peut-être d'abord commencer par quelques mots sur cette relation particulière entre le musée et le monde contemporain.
Depuis le début, il y a de manière implicite son architecture est quelque chose qui est préexistant. L'institution, les institutions et surtout par rapport au musée archéologique présentent des œuvres du passé et le fait est que son architecture fait intégralement partie du panorama de la ville. C'est particulièrement le cas avec le Louvre Abu Dhabi. C'est l'un des aspects qui avait été réfléchi bien avant sa construction. L'idée d'avoir un édifice qui ne soit pas complet du point de vue architectural en 2017, mais également qu'il puisse soutenir l'évolution dans le temps. Être sûr que cet édifice fasse partie intégrante du monde contemporain. C'est vrai que pour le Louvre, l'art contemporain est une partie intégrante, comme Georges Braque, 1953, au plafond, ou d'autres. Les travaux de Ansel Kiefer, Jean-Michel Autonel, etc. Je peux vous en donner une liste et elle serait longue. Mais il ne fait aucun doute que le Louvre Abu Dhabi a cette perspective particulière due à la vision de son architecte Jean Nouvel. Avec cette touche particulière de l'art contemporain. Ensuite, cela explique certainement la raison pour laquelle il y a beaucoup d'œuvres qui sont incluses dans l'architecture. Giuseppe Pennoni par son feu d'artifice, par exemple. Il y a également un autre article qui a été directement impliqué dans l'architecture. C'est Jenny Holder, un artiste conceptuel qui travaille avec le mot et le texte dans les espaces publics. Avec notre collaboration et nos conservateurs, nous avons pu intégrer 3 grands panneaux historiques sur l'histoire du pays et qui se trouvent à l'extérieur et qui est à l'extérieur de la galerie permanente. Il y a une galerie il y a un homme qui marche sur une colonne. Je pense que certains d'entre vous ont pu le voir, sont venus au musée. Et donc, le panneau reprend des écritures cunéiformes liées qui rappellent le mythe de la création du monde par les Mésopotamiens. Et en fait, cette commande artistique est intégrée dans l'architecture, mais cela ne s'arrête pas là par rapport à l'art contemporain. Il y a des endroits bien spécifiques qui sont construits sous le dôme et qui ont été laissés vides de manière délibérée, de manière à pouvoir y intégrer des œuvres contemporaines à l'avenir. Cet édifice a été conçu dans une perspective évolutionnelle. Et ceci est, dans quelques mots, ceci est la relation entre le musée et l'art, les œuvres d'art contemporain. Il y a une profonde connaissance et elle est tout à fait pertinente. Pas forcément par rapport aux commandes, mais il faut avoir une collaboration vraiment intense entre l'artiste et le commanditaire. Et c'est vraiment au niveau du Louvre Abu Dhabi quelque chose qui était exemplaire. Mais je vais peut-être laisser la parole à d'autres qui pourront peut-être s'exprimer et peut-être rebondir sur d'autres points. Bien sûr, j'ai eu une question de suivi pour vous et peut-être pour vous et pour Caroline également, si elle veut réagir. Quand nous avons parlé de ce panneau, les
le fait de pouvoir amener un site et un objet à la vie et dans un contexte particulier. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'inconnus qui sont liés à ce genre de travaux avec l'art spéculatif, la relation entre la révélation des connaissances scientifique et historique et le public qui attend quelque chose de peut-être plus spectaculaire d'un musée. Alors, comment est-ce que vous réconciliez toutes ceci et peut-être également permettre l'encapsulation dans un ou deux objets? Qu'est-ce qui est perdu, on va dire, dans ce processus? Ou peut-être vous pouvez peut-être nous parler de cela et peut-être Caroline également qui nous expliquera comment est-ce que vous réussissez à transmettre tout cela et à apporter tout cela au public. Et peut-être l'imagination, la franchise qui est liée au récit narratif de ces objets également. Guillaume, Caroline, si vous voulez peut-être nous parler de cela. Guillaume, est-ce que vous voulez commencer? À Caroline. Les musées, en tant qu'archéologue, je collabore avec les musées, bien sûr, puisque nous sommes ceux qui trouvent les objets. Ce que je voulais vous dire, Nora, ce que je vous ai dit lors de notre première réunion, que parfois, pour nous, c'est vrai que l'artefact que l'on trouve a une importance majeure en termes d'information. La civilisation, le site, la chronologie, quoi que ce soit. Mais c'est peut-être, même s'il n'est pas le plus beau des objets ou des artefacts, et cela, il ne sera peut-être pas exposé dans un musée. Et c'est pour nous toujours un petit peu délicat. C'est parfois difficile, ce n'est pas moi qui décide les choses, qu'est-ce qu'on expose, et qu'est-ce qui reste dans les réserves. Parce que la beauté, l'attractivité ne sont pas au rendez-vous, par exemple, et que pour un musée, il faudrait peut-être il y ait une incitation, mais il est certainement véhicule d'informations pour une culture donnée. Pour moi, en tant que visiteuse de musée et en tant que public, tout simplement, je pense qu'on peut trouver un petit peu des objets qui ont ces deux qualités, qui développent l'imagination, qui sont attirants, mais également qui sont pertinents pour l'histoire ou pour les informations qu'ils fournissent. Et qui permettent également au public, aux visiteurs, d'avoir une vision un peu imaginaire de recréation de la fonction de l'objet et d'imagination de la civilisation. Guillaume, merci. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Guillaume? Oui, merci. C'est une bonne remarque que Caroline soulève, que je voulais également soulever, également lié à la polysémie de l'art, de l'œuvre d'art. C'est très pertinent pour le Louvre à Abu Dhabi. Les différentes couches de connaissances et d'approches que nous pouvons couvrir, pas seulement avec une seule œuvre d'art, parce que nous avons beaucoup de différentes œuvres d'art qui peuvent entrer en contact et c'est d'autant plus de possibilités de mise en récit également pour le public qui se voit présenter des galeries extrêmement attractives. Ce que je voulais dire également, c'est qu'au Louvre Abu Dhabi, nous avons, et peut-être ça a été déjà évoqué il y a hier ou avant-hier, nous avons également une nature évolutive de la mise en récit et des présentations. Et là encore, ce n'est pas un musée gelé,
nous n'avons pas une distribution permanente, une présentation permanente qui ne serait pas évolutive. Et pour ceci dit, je pense que ce sera la nature évolutive des musées sera proéminente à l'avenir. Et c'est exactement la même chose avec nos futures collections, parce que nous avons également le privilège et aussi la responsabilité d'avoir de nouvelles collections, voir entrer ces collections au musée. Et il faut qu'elles s'adaptent également à cette politique, cette stratégie, ces nouveaux thèmes qui sont liés à la visibilité. C'est également une grande chance quand on construit la collection d'un musée, d'avoir la possibilité de changer une narration, les faire évoluer au sein d'une collection et d'avoir, in fine, pour le public. Parce qu'en fait, finalement, nous sommes au service du public et de nos visiteurs. Merci. Je pense que Peter, vous avez une réponse. Oui, c'est extrêmement intéressant comme toile de fond en tant qu'archéologue et qui aussi fait des fouilles au Moyen-Orient. Je suis absolument conscient du privilège qu'il y a à choisir des objets pour qu'ils soient mis en exergue dans un musée. Il y a des histoires qui ont des milliers d'histoires, des objets qui ont des milliers d'histoires à raconter. Et puis, il y a l'autre volet des choses, l'aspect de la beauté ou du côté ordinaire de certains objets. En tant que scientifique, c'est quelque chose que nous devons creuser et il faut également que nous puissions transmettre au public. Il y a des choses qu'on trouve et en fait, nous n'avons absolument aucune idée de ce que ça peut être. Et fournir au 19e siècle le point de la fouille, la meilleure des fouilles possibles jusqu'au musée. Certains objets étaient choisis par rapport à la mise en récit de certains musées. Il y a une valeur à choisir un objet et c'est important de dire également au public que nous n'en savons pas tout. C'est également intéressant. C'est la manière dont nous recevons tout cela, et toute cette connaissance liée au passé. L'intérêt qu'il y a à faire cela, c'est qu'à l'avenir, l'objet pourra réellement être réinterprété. Donc, en tant qu'archéologue, en tant que directeur de musée, c'est vraiment le manque de connaissance d'un objet qui devient un atout. Et ceci nous mène à la question de savoir si tous ces objets qui sont stockés dans les musées, surtout en Europe et en Amérique du Nord, ne verront jamais le jour et pourtant sont classifiés de certaines façons. Peut-être qu'on n'en connaît même pas l'existence, mais le fait d'ouvrir ou de garder cet inconnu vers le public permet une lecture honnête de ce que ces objets auraient pu vouloir dire. Certains peuvent maintenir cette pertinence contemporaine. Ils auraient pu être utilisés. Oui, alors justement, surtout dans un contexte ethnographique, la fonction de l'objet est déterminée par la bioethnographie de l'archéologiste. Et c'est infiniment petit par rapport à la collection ou l'ethnographie ou l'archéologie ou l'audience. Et je pense justement que c'est quelque chose de très positif. Nous explorons cela actuellement. C'est très intéressant, mais c'est surtout quand on parle de repenser les choses et comment on en pense aux choses différemment. J'ai une question supplémentaire qui vient de ma propre expérience. L'année dernière, lorsque je dirigeais
l'exposition sur la décolonisation de l'architecture et sur les projets et sur l'héritage, qui justement considère nos ateliers, nos publications et nos vidéos. C'est un projet en cours avec les camps de réfugiés qui sont considérés comme un espace précaire. Cela a mis en avant pour inscription des intérêts particuliers. Et l'idée était essentiellement d'ouvrir cette boîte de Pandore. C'était un projet ambitieux pour les politiciens, les résidents, pour les experts observateurs, pour nommer ces camps de réfugiés en Palestine comme héritage mondial. Donc, ces projets ont été essentiellement envisager le déploiement de l'héritage comme agent de transformation politique, traçant et représentant les réfugiés en dehors de leurs espaces typiques de l'espace humanitaire. Donc, considérant cela et dans la formulation du projet et pensant aux structures et aux procédures gouvernementales et de gouvernance dans ce secteur, si l'on pense à ces structures monumentales bureaucratiques qui se trouvent dans l'ère coloniale, on observe ces immeubles, ces bâtiments qui se détruisent et on pense justement à l'acte même de destruction et on se demande comment l'acte de l'héritage peut être perçu par rapport aux communautés, etc. Je voulais juste ouvrir le forum. Euh, vous tous, vous travaillez, Edgate, dans ce secteur de l'héritage mondial et ses communautés. Comment lisez-vous le futur dans les changements concernant les héritages? Est-ce que vous pensez que nous serons capables de mieux répondre à ces causes avec une compréhension plus inclusive de partage d'héritage? Et pensez-vous qu'il y aura une transformation dans la compréhension de vouloir préserver des sites et de maintenir notre histoire? Est-ce que c'est une question qui peut être relatée dans le mode de préservation? Merci, Nora. Avant de dire quoi que ce soit de plus concernant les camps de réfugiés et qu'ils soient reconnus comme héritage mondial, c'est une idée excellente, assez provocante. Je pense que les résultats seront assez imprévisibles. Ce sera intéressant de voir cela. Et cela, effectivement, nous ouvre vers des voies futures intéressantes. Je voudrais également remercier les organisateurs, le Louvre Abu Dhabi et NYU Abu Dhabi, le département du culture et de tourisme de nous avoir accueillis ici. J'ai des liens personnels très forts à tout cela parce que je travaillais à Abu Dhabi de 2008 à 2012 en tant que planificateur urbain chez Adash, et ensuite qui s'est transformé en TCA, donc département de tourisme. Et nous avions effectivement des sites sur la liste de l'UNESCO. Le Al Ain National Museum, le Musée national d'Al Ain, était l'initiateur de ce processus. J'ai d'excellents souvenirs et c'est bien de reconnaître cela. Les Émirats arabes unis ont leur propre tradition muséale. Grâce à cela, on va bien loin dans le temps, bien plus qu'on ne le penserait. De plus, les derniers musées que j'ai personnellement visités avant le Covid étaient le Louvre Abu Dhabi au mois de février, parce que nous étions revenus à Abu Dhabi pour le World Urban Forum, le Forum urbain mondial qui a été développé par UN Habitat. Et le premier thème était la culture. Donc, mon appréciation va tout particulièrement au gouvernement émirien d'avoir pris la direction de cet événement et de créer des liens entre les cultures. Je présente un point de vue extérieur, pour être sincère, en ce qui concerne les musées et l'archéologie, et surtout venant du secteur de la planification urbaine. Et je trouve qu'il y a des avantages, des dispositions avantageuses par rapport à cela, et cela correspond complètement à notre pensée futuristique, et nous nous ouvrons vers soit d'autres spécialisations, soit des généralisations, des pensées latérales, se connecter dans différents secteurs ou des façons de penser, et par rapport à ce que nous faisions traditionnellement en tant que spécialistes. Donc, c'est escient. De plus en plus, l'héritage est de moins en moins comme ce que nous connaissons. Il y a moins d'immeubles, d'espaces, mais plus des personnes. Ce sont des héritages intangibles. Il y a l'aspect sociologique, politique, qui sont de plus en plus cruciaux, ce qui est de plus en plus important. On se concentre plus sur les individus. Il y a toujours en tête la société et la communauté dans notre travail, c'est clé, mais ceci nous mène à
sur une phase au sens plus large, l'environnement, la planète et les individus et les déplacements. Je vais parler du climat tout à l'heure, donc je vais garder mes commentaires concernant le climat pour le prochain tour. Cependant, le travail que je fais récemment avec les objectifs de développement durable, avec le Conseil international des monuments et des sites, se concentre principalement sur l'héritage culturel, et cela inclut les musées, les sites archéologiques et tout ce qui concerne la culture et l'héritage. Tous les êtres humains ont aujourd'hui la possibilité de faire passer à la génération future cet héritage culturel. Mais en travaillant sur l'héritage culturel, le patrimoine et l'héritage, le patrimoine naturel, communiquer ce concept aux communautés et aux décisionnaires qui ont des opinions publiques et des priorités d'individus qui représentent le public. Ceci fait partie de ce patrimoine culturel et on se concentre principalement sur ces points. Nous le verrons dans le futur proche. Et qu'est-ce que je peux aussi dire? Effectivement, nous sommes ici toujours vulnérables au changement à cause de toutes ces crises. Le patrimoine culturel est un des actifs les plus vulnérables et une des ressources les plus vulnérables que nous ayons, mais elle demeure pas néanmoins valorisante. Alors qu'il y a eu le Covid dans la fonction publique, avec tous les musées, on se rend compte que nous avons développé la thérapie de l'art, que nous avons développé pour la société, mais nous avons également besoin de faire de sorte que ceci soit protégé à cause de son rôle crucial, son rôle indispensable pour chacun. Ceci doit être absolument reconnu également. Je pense que je peux faire une petite pause peut-être ici. J'espère vous avoir aidé. Merci. Effectivement, merci beaucoup. C'est intéressant d'engager les communautés et de souligner tout cela. Je voudrais faire appel à Claire. Je voulais que vous me parliez du rôle des artistes dans les musées, dans le musée encyclopédique. Récemment, vous avez dirigé une exposition sur les propriétés d'Eliane Tabet et c'est la première fois qu'il vous a été demandé de participer dans ce dialogue qui a eu lieu au Met. Et ceci fait partie de cette restructuration du musée. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de ce projet, comment était la réaction du public à cela et quelles étaient les discussions internes durant ce séminaire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous ferez de plus en plus ou pas? Qu'en est-il pour vous? Merci beaucoup, Nora. Excusez-moi pour le retard. Je viens de vous rejoindre, mais c'était encore une journée très complexe où j'étais confuse des fuseaux, enfin, confuse dans les fuseaux horaires. Pour répondre à votre question, ce serait intéressant de repartir sur le projet qui a été initié. Diane est venue au Met et spécifiquement à l'exposition permanente de l'exposition du Moyen-Orient parce qu'il a voulu participer à cela. Et il a fait partie du projet qui concernait des fragments d'objets qui appartenaient au site du Xe siècle et il suivait ces fragments de relief. Et ceci était très fortuit car mon collègue qui est directeur du département d'ingénierie était très impliqué à vouloir développer les questions, se poser ces questions sur le développement des différentes pratiques, les éthiques impliquées, discuter une partie du monde qui inclut aujourd'hui l'Iran, l'Irak, la Syrie. Il y a beaucoup de choses à considérer pour nous. Donc, elle pensait à cela principalement
surtout dans le département, et ce qu'il ferait pour aller de l'avant. Et le projet de Ryan a vraiment relié toutes ces problématiques. D'une façon, c'est de là est venue cette idée de collaboration entre moi-même, Kim et Ryan. Et c'était un des aspects les plus intéressants de l'exposition, car la recherche et le partage de la conversation que nous avons pu avoir ensemble était très fructueuse. Et parce que le Met est un musée encyclopédique, nous avons été capables de placer le travail de Ryan en dialogue avec certains des œuvres d'art auxquelles il faisait référence, mais aussi au sein d'un plus grand récit sur le site et des fouilles faites sur ce site archéologique. Une des choses qui nous préoccupait initialement était de savoir ce que cela signifiait de mettre un artiste contemporain du Moyen-Orient au sein de cette galerie artistique contemporaine, mais il fallait justement faire comprendre à la région et expliquer les événements historiques. Et il fallait tout de même inclure la nature contemporaine de ce travail. Nous voulons faire de sorte que ceci n'ait pas lieu, qu'il n'y ait pas de confusion. Je pense que nous avons réussi à faire passer ce message. Une des choses intéressantes qui ont conclu de cette situation spécifique et de cette dynamique était que tous les objets dans l'exposition ont commencé à se détacher d'une typologie singulière d'objets. Nous avions des œuvres de l'art contemporain qui étaient aussi des vestiges familiaux, qui étaient également, comment dire, nous avions comme un document ou des documents des archives du maître ou des acquisitions de ces œuvres d'art qui aujourd'hui faisaient partie d'une exposition d'art contemporain. Et donc, je pense que ce qui est important en y repensant, c'est que l'exposition a cette capacité à déstabiliser cette typologie et les hiérarchies que l'on considère, ou la façon dont nous les considérons en tout cas. Et je pense que c'est une des choses que l'art contemporain peut apporter à un musée encyclopédique comme le Met. Et justement évincer un peu toutes ces suppositions et ces idées préconçues que nous puissions avoir et relancer un peu la discussion plutôt que voilà, d'avoir les idées faites sur les choses. Merci Claire. Effectivement, le rôle de l'artiste va au-delà de l'exposition. Beaucoup d'artistes repensent à leur façon d'intervenir dans justement cette hiérarchie au sein du musée. Donc, on a travaillé avec Mike Rakowitz et lors des conversations avec différents musées, il a fait une stipulation déjà que si il fallait avec des musées d'encyclopédie qu'il nous fallait soit continuer les discussions, soit changer la nature en elle-même. Et ceci a été reflété durant la dernière année à travers les arts. De façon générale, il ne s'agissait plus de inviter des gens juste pour une exposition, mais il fallait lancer ces conversations sur essentiellement qui vous étiez en tant qu'institution, les histoires que vous racontiez, comment vous les racontiez. Absolument. Je pense que cela représente, nous mène à l'aspect social de la situation. Cet art contemporain nous mène à cet espace qui est prédestiné à cette catégorie dans le musée, ou bien posons-nous la question plutôt de la question fondamentale de la structure, qui sont toutes deux choses très distinctes. En ce qui me concerne, la possibilité de
ce que je trouve intéressant dans un musée encyclopédique ou d'art contemporain, c'est que justement, on peut interroger ces structures et les faire participer dans une discussion contemporaine. Merci infiniment. Je voudrais revenir à Caroline, s'il vous plaît. Justement, quand on pense au futur des pratiques muséales, je sais que vous êtes en train de développer un curriculum actuellement sur les pratiques des musées, sur les observations. Vous avez des étudiants qui viennent de différents corps d'études et vous êtes en train de repenser un petit peu à tout cela. Et comment les étudiants participent et apportent et contribuent à toutes ces questions sur la définition notamment du patrimoine et de ce qu'est un musée. Nous savons que récemment, nous avons eu la définition de ce qu'un musée devrait être. Il nous faut repenser au musée comme un espace inclusif et dans la société et justement repenser le concept social. Mais maintenant, de votre point de vue, en pensant aux générations futures, etc., comment pensez-vous ces questions dans le développement de votre curriculum? My apologies, I didn't realize I was on mute. Pardon, je suis désolée, je n'ai pas réalisé que j'étais sur mute. Quand on pense à l'art et aux œuvres d'art, justement, j'allais en parler sur une autre question. Nous voyons... avec toute la nouvelle technologie qui existe, il y a d'autres possibilités qui émergent pour les musées, surtout dans l'exposition des œuvres d'art. Par exemple, actuellement, nous sommes sur le point d'acquérir un hologramme pour le public. Nous avons la possibilité ici de démontrer des objets représentés en 3 dimensions. Donc, ce sont à travers des cours créatifs mixtes où nous développons donc ces cours en 3 dimensions. Nous avons un objet et nous superposons à ce moment-là ce qui a été démontré sur cet objet pour recréer une seule image. Vous pouvez l'exposer comme un objet 3D. Et ce qui est intéressant pour les chercheurs, on peut enfin examiner l'objet ou l'analyser sans le toucher. Mais ce qui est intéressant pour les étudiants ou pour le public même, c'est que nous avons la capacité d'interférer, de discuter, de dialoguer avec l'objet et de rentrer en profondeur de cet objet. Par exemple, si c'est une pièce, comme dans la vidéo, nous ne voulons pas la détruire, je ne veux peut-être pas l'ouvrir, mais je suis capable de voir avec ce mélange de réalité, je suis capable d'étudier les eaux et les intensités et de plonger dans le cœur de l'objet. Et ça peut être très intéressant pour les musées. Il y a effectivement après le coût à considérer, les personnes avec qui on travaille, parce qu'il nous faut des spécialistes, cela va de soi, mais c'est une question évidemment que les étudiants aiment poser. Et nous travaillons d'ailleurs avec ces étudiants et nous savons que nous allons travailler dans les années à venir, car pour ces œuvres d'art qui font partie de notre patrimoine, il faut voir comment nous allons les préserver et comment nous allons les exposer. À mon sens, c'est essentiel, hein, surtout dans la transformation du monde tel qu'il est actuellement et pour les musées notamment. Je parle du numérique, surtout parce qu'avec cette pandémie, il nous a fallu trouver des solutions et nous plonger dans le virtuel. Merci. Et merci d'avoir soulevé la question du numérique. Parce que cette pression a nous a mené à mettre des choses en ligne. Et
le processus était beaucoup plus rapide. Donc, on l'a vu venir très vite et on a essayé de documenter. Il y a eu des problèmes concernant les droits d'auteur. Mais pour reprendre cette idée du numérique, nous avons toujours été réticents à cette idée parce que on a toujours encouragé le physique en fait. Mais je voudrais juste demander à Peter, Guillaume, Claire, si vous pensez que est-ce que c'est l'utopie où les gens disent qu'on rend les choses numériques afin qu'elles soient plus inclusives, ou bien c'est quelque chose qui va complètement être perdu une fois que c'est numérique? Je vais commencer. Je crois que c'est une question très intéressante. Je crois qu'il y a beaucoup d'opposition à cet égard et beaucoup de points de vue, mais une partie du truc qu'il faut reconnaître, c'est quand on pense à cette utopie du numérique et cette expérience extraordinaire qui est, depuis que je vous parlais la dernière fois, on était dans un forum. C'est une forme. Regardez ce que nous faisons maintenant, c'est une utopie en elle-même. Mais ce que je vous dirais que, en fait, ce genre, cette idée que le numérique est accessible est juste contestée par les personnes qui ont accès à cette technologie. Il faut garder ceci en tête. Oui, certainement, le numérique est fantastique. En tant qu'archéologue, je suis attirée par tout ce qui est matériel et en tant que directeur du musée, je dirais qu'il n'y a rien qui pourra remplacer le matériel, la visite physique au musée. Mais si on pense à l'espace physique, si on pense à la façon avec laquelle l'accessibilité peut être minimalisée, il faut accepter aussi que tout peut avoir, cette même chose peut avoir lieu pendant le numérique. Donc, il n'y a jamais un accès de 100%. Et pour moi, en tant que directeur, ceci me permet de me reconcentrer sur certaines choses et de dire que pendant ces derniers mois, c'est que il y a une nécessité quand on réouvre ces espaces, ces musées, qu'on s'assure que l'inclusivité va au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Ça, c'est très critique et c'est à peu près comme la transformation vers cette existence numérique. Donc, il faut que les ministres puissent comprendre ceci mieux. Pour moi, c'est un des résultats de ce parcours depuis 9 mois, de s'assurer qu'il est facile pour nous tous d'aller sur Zoom, de se connecter. Et les gens de détermination doivent accéder au musée facilement, doivent avoir des accès faciles. Donc, c'est en ce qui concerne l'utopie numérique, j'aimerais bien créer du matériel physique qui rendra les musées plus accessibles à tout le monde. J'ajouterais aussi que j'ai la même réaction que Peter sur le fait que rien n'équivaut la visite physique et il faut l'établir et elle ne va pas disparaître, mais beaucoup de nos processus deviennent hybrides. Et on va voir de plus en plus un mélange d'utiliser le meilleur des deux mondes. Les outils numériques nous ont donné des opportunités, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais reprendre le processus démocratique conditionnel à
la problématique de l'accès numérique, mais c'est quelque chose qui se développe surtout dans les pays en voie de développement à travers le monde. Les gens ont des accès mobiles partout. Ils peuvent être utilisés aussi pour la création des sources ouvertes, des connaissances à sources ouvertes. Et nous avons utilisé l'autre jour Slido, je ne sais pas si vous l'avez utilisé auparavant, c'est vraiment impressionnant. Surtout en ce qui concerne l'interaction sociale, concernant le sujet de l'archéologie, les attitudes, les décisions de certains individus, mais l'opportunité numérique, de la documentation en tant que préservation, application de préservation, surtout concernant les prix. Et je vais parler de la question du climat parce que j'ai tellement envie d'en parler et je vais faire le lien. Je crois que la crise du changement climatique est quelque chose qui va certainement devenir, inévitablement devenir une partie de notre ordre du jour. Donc, le climat, que le monde discute et organise des conférences tout autour de l'adaptation, la mitigation et les dégâts. Et quand il y a des pertes à ne pas éviter, l'interprétation de cela dans la façon que les plateformes numériques peuvent donner différentes interprétations sur la configuration des sites ou la configuration de l'artefact, mais ça nous donne aussi une voie équilibrée à plusieurs genres de récits. On va certainement parler des choses qui vont être liées entre la hybride et la numérisation. Donc, nous devons voir comment utiliser cela dans la problématique du changement climatique, parce que la connaissance approfondie, la paléoarchéologie, le partage des solutions et les expérimentations durant les centenaires qui sont inculquées dans les sites et l'héritage doivent être présentées au monde d'une façon virale. En fait, nous sommes dans un monde qui accélère et même nos agendas ont fait appel à l'accélération du siècle. Et j'aimerais aussi dire les appels à l'action pour des campagnes de plaidoyance. Est-ce qu'on aura un autre tour ou je dois partager mon diapo pour cela? Est-ce qu'on a le temps? Nous avons 8 minutes. Vous pouvez partager votre diapo. Allez-y. Merci beaucoup. J'espère que ça va pas durer jusqu'à la dernière minute. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Donc, c'est une diapo, une petite promotion pour vous donner des informations visuelles sur certains projets sur lesquels on travaillait, la plateforme de l'héritage climatique. Vous pouvez voir quelques points sur le développement durable, les villes durables avec une politique sur la préservation de l'héritage culturel et naturel. Et nous avons adapté la connexion entre la durabilité et l'héritage. Il y a aussi un réseau d'héritage climatique. Je suis en train d'inviter des panélistes pour exploiter. Je donne les liens au bas de la page. Des organisations de culture, d'héritage qui peuvent joindre ce réseau et partager des solutions et voir comment nous adressons ces problématiques de changement climatique. J'aimerais vous inviter à signer la pétition sur les objectifs 2030, la culture avec toutes ces manifestations, les arts de performance, l'archéologie, les librairies, etc. Et comment la culture doit faire partie du rétablissement. Donc, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil. Et dernier point, il y a une initiative sur ourworldheritage.org. Vous pouvez la voir et je fais partie de cette campagne. Donc, ce sont juste quelques opportunités pour les professionnels des musées d'aller et d'exploiter leur curiosité. Très important aussi d'atteindre de nouvelles audiences, d'être
directe et de discuter, de prendre de grandes décisions parce que le monde a besoin de nous. Donc, il ne nous attend pas, mais il faut aller et faire une certaine plaidoyance. Voilà. Merci beaucoup. Pour moi, la question du climat et la crise l'année dernière, la pandémie, a remis en exergue les problèmes du changement climatique. Et la question qui revient, c'est la préservation des musées, la préservation. Comment est-ce que la crise climatique va en fait influencer les problèmes de la pandémie, du changement climatique, du musée, de la conservation du climat, de la conservation des musées, surtout ici le contrôle du climat et tout ça qui va dans la structure de la préservation des collections. Et ça me mène à poser des questions aux institutions qui traitent ces sujets du changement climatique, mais ça c'est une autre conversation. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose, Caroline aussi? Nous avons 1 minute avant de passer aux questions-réponses. Je voudrais ajouter quelque chose concernant la différence entre les musées et les sites archéologiques et l'artefact. Nous parlons du numérique, mais il y a une grande relation entre les sites et le musée et les artefacts qui sont trouvés dans ces sites. Je voudrais juste donner un exemple. Une fois que nous faisons, en fait, au Louvre à Abu Dhabi, nous avons l'opportunité d'adapter le récit. Et c'est une opportunité et une chance, pas seulement pour le musée, mais aussi pour les sites archéologiques, parce qu'il y a 2 différentes perspectives du site. Parfois, vous avez des difficultés d'attirer les visiteurs, pour certains d'entre eux, mais quelques-uns ont des difficultés. Et à cet égard, la relation entre le site et les musées, c'est donner une visibilité, pas seulement pour le site, mais aussi pour le site en lui-même et le site en lui-même, et de créer une certaine relation. Je vais donner l'exemple de ce que nous présentons dans nos galeries. Et c'était le site de Sir Banias à l'origine de Dafra, où il y avait le ministère. Et avant la découverte des 7 Émirats en 1980 et jusqu'à 1994, certains artefacts de cet artefact sont présentés dans nos 2 galeries dédiées aux religions universelles. C'est un point clé à notre récit et à la représentation d'une grande diversité de traditions aux Émirats arabes unis. Ce que je voulais dire, c'est que il y a une chose très positive qui a été créée récemment, c'est l'interprétation de Sir Banias dans le site d'où proviennent les artefacts dans ces 2 endroits. Vous avez les informations. Sur le site, vous avez l'interprétation et dans le musée, certains artefacts. Et ça, c'est très important si vous voulez activer les visiteurs locaux et les inviter à venir visiter le musée. Une question que j'aimerais bien poser à tout le monde dans cette situation particulière auquel nous faisons face est très difficile et une tragédie pour certains sites des musées qui ne peuvent pas avoir des ressources de financement. Pour d'autres, c'est un peu spécifique. Il y a beaucoup de pertes dans le financement, surtout qu'il n'y a pas de visiteurs sur le site. Mais c'était un vrai problème. Et surtout concernant le tourisme, je voulais vous demander si vous avez des perspectives sur le nouveau
modèle d'entreprise qui pourrait être développé dans les sites archéologiques afin de nous permettre de reprendre la situation précédente ou même après cette épidémie. Le problème va être résolu et si on va reprendre l'ancien modèle ou bien s'il y a un nouveau modèle qui va naître après la pandémie. Merci pour votre question, Guillaume. Bien, donc, il est déjà 16 heures et nous avons 8 questions de notre audience. Et j'aimerais bien continuer à vous parler, mais je vais prendre les questions par ordre. Certains sont dirigés à certains intervenants, d'autres sont plus généraux. Comment présentez-vous les objets archéologiques dans le récit, surtout quand il vient d'être excavé récemment? Donc, est-ce que ceci affecte la façon de présenter certains objets? Guillaume ou Claire, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et juste une autre question liée, mais qui vient de la même personne. Si l'exposition prend en considération le contexte, qu'est-ce qui se passe après la découverte de cet artefact, comme l'utilisation, la restauration et la présentation? Et si ce moment de vie de ce artefact se cristallise, qu'est-ce qui va se passer dans ce concept? Est-ce que le musée ne doit pas être la dernière personne en contact et comment donner un sens et une légitimité, vendre la méta-historie, histoire et comment négocier les connaissances. Donc, il demande si les présentations, la façon de présenter et s'il y a une transparence concernant l'objet. Donc, Claire ou Peter, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui, je crois que c'est une question très intéressante. Et je vais prendre un exemple spécifique dans le contexte. Nous avons emprunté un objet du même site et l'inclus dans l'exposition. Et j'ai mentionné cela parce que cette figurine, elle est avec tous les artefacts que nous avons trouvés sur le site, qui ont été bombés durant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ils étaient partis en 27 000 pièces. Et il y avait ces conservateurs héroïques qui ont remis ces pièces ensemble. Et ils ont pu mettre 2000 pièces ensemble et les rassembler. Donc, quand vous examinez cela, vous pouvez voir un artefact qui parle de cette violence de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est possible de souffrir des dégâts partout dans le monde, pas seulement dans les sites en dehors de l'Ouest, mais aussi c'était une façon avec laquelle on a essayé de concevoir l'artefact avec sa longue durée de vie. Et je crois que c'est un sujet très intéressant allant
de l'avant. Et il y a parfois des conditions où les musées peuvent obscuriser l'histoire mais il faut dire que ce qui reste de l'histoire est très important. L'exposition était dans un sens deux histoires différentes et il y avait les histoires institutionnelles et ils ont toujours cette relation avec le personnel. Donc, c'est l'objectif de ce que nous faisions avec les propriétés. J'espère avoir répondu à votre question. Peter, souhaitez-vous compléter? Non, écoutez, si on me demandait de parler de l'importance de la vie après les objets, comme Claire l'a dit, je dirais que c'est une histoire assez extraordinaire et elle parle de bien avant la guerre. Et si on considère l'archéologie dans le Moyen-Orient dans les années 20 et 30 et que on combine les efforts unifiés de l'Allemagne en elle-même, je pense que c'est un rappel excellent qui nous est de l'importance et de l'histoire de ces objets. Mais pour revenir à votre question précédente, d'une certaine façon, il y a effectivement plus de transparence et plus il y a transparence et plus c'est important dans l'explication d'une œuvre et de son histoire et la transparence est indispensable. Nous sommes à 100% transparents, nous laissons l'objet parler de sa propre voix et s'exprimer en créant justement cette transparence et je pense que c'est clé pour créer ce lien avec le public, c'est indispensable. Si je peux me permettre, je voudrais juste compléter cela. Comme elle est démontrée ici, cette figurine est comme une mosaïque dans sa façon d'être assemblée. Il y a des divisions qui sont perçues presque comme une corrélation formelle de cette exposition. Et c'est justement ce qui définit cette exposition. Il y a ce rassemblage d'un site archéologique, les absences qui se trouvent dans ce musée se perçoivent et il nous faut justement rendre tout cela visible. Et pour moi, c'était comme ça qu'il fallait concevoir cette exposition. Il fallait resensibiliser les visiteurs de ce qui manquait dans ce musée, chose qui généralement n'a pas lieu. Et la fragmentation, il faut reprendre cela et ne pas l'oublier. Absolument. Merci à tous les deux. Est-ce que quelqu'un d'autre a un commentaire supplémentaire avant que nous passions à la question suivante? Il y a une question particulière qui s'adresse à Liam en ce qui concerne le Louvre à Abu Dhabi. Allez-vous continuer vos projets de collaboration avec les artistes émiriens et contemporains? Merci beaucoup, Maria. Effectivement, j'ai lu cette question très intéressante qui a été posée. C'était un projet très réussi qui s'appelle Collab, qui a été créé justement au moment de l'ouverture du musée. Nous avons de nouveaux projets qui sont actuellement préparés au musée et qui sont liés notamment spécifiquement à cette scène, ces racines contemporaines émiriennes. C'est un projet qui est en cours. Nous sommes un petit peu limités, comme tout le monde peut l'imaginer, à cause de la pandémie, mais c'est un projet qui est en cours. Mais le projet avec l'art contemporain émirien, mais aussi avec ce patrimoine intangible que nous tentons de faire venir et d'intégrer dans nos galeries. Nous parlions il y a quelques instants, pardon, de cette tournure numérique que prend le musée. Et je pense que c'est spécifiquement là où l'approche numérique conçoit une meilleure perception de la collection de ce musée
et nous permet de reconstruire un petit peu ce paysage muséal en rapport avec un siècle particulier. C'est justement le sujet d'une recherche qui a été faite par quelques professeurs qui ont souhaité reconstruire des vestiges du passé. Et c'est quelque chose qui peut aujourd'hui offrir un meilleur contenu aux galeries, leur permettant de donner du sens à ces œuvres d'art qui, pour certaines, ont perdu de leur contexte, surtout dans leur provenance historique, si celle-ci a été perdue. C'est la façon mm, par laquelle le numérique peut apporter ce sens supplémentaire aux collections que l'on présente dans les galeries et dans le musée. Merci beaucoup. Nous avons une dernière question. Je vais essayer de combiner deux questions qui ont justement, euh, qui engagent la sphère virtuelle. Nous voyons qu'il y a certaines institutions qui observent la réalité augmentée ou le jeu et qui souhaitent l'intégrer dans les musées. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Écoutez, je ne veux pas prendre la parole sur quelqu'un, mais oui, nous sommes en train de l'envisager, effectivement. Vous pouvez nous en dire plus ou pas? Ce sera extraordinaire, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Je vais juste revoir les questions rapidement, si on n'en a pas raté. Il y a une question concernant l'art contemporain dans les musées et on s'adresse particulièrement aux maîtres. Quel impact pourraient avoir, par exemple, les objets de Lynn Glitz au Métropolitain si c'était exposé au Met? Y aurait-il pas des problématiques concernant la provenance de ces objets? Absolument. Il s'agit donc des objets pour le Met. Si l'art de Lynn Glitz avait été projeté, donc exposé au Met, est-ce qu'il n'y aurait pas une problématique concernant l'origine ou l'explication de l'origine de ces œuvres, la provenance? Écoutez, je ne peux pas vraiment m'exprimer sur ce sujet. Il y a de nombreux artistes qui ont participé aussi à cette collection, mais nous sommes très chanceux d'avoir cette conversation qui a lieu avec ce musée actuellement et certaines problématiques notamment qui sont en relation avec ce musée. Ce qui a eu lieu, c'est que le musée doit investir plus dans ces questions et ces invitations. Il y a un programme actuellement dans le musée qui fait venir des artistes et qui les implique dans cet engagement, dans un dialogue social qui a lieu. Nous avons souhaité faire intégrer les artistes dans cette institution sociale pour que nous puissions développer des conversations essentielles avec le reste de l'équipe et leur permettre d'expliquer un peu comment nous pouvons aller de l'avant. C'est essentiel d'avoir ces voix et qu'elles fassent toute partie intégrante de la conversation. Merci beaucoup, Claire. Il y a encore une question qui justement dénote cette conversation quand on parle de ces objets singuliers qui sont assez spectaculaires. Une question d'Amélie Cole. Donc, si l'on parle de la beauté des objets, en abordant ce thème de beauté des objets anciens, les questions de poterie, par exemple, y a-t-il des exemples d'artistes contemporains qui se demandent qui pourrait déterminer ces normes et décider de qui mérite d'être exposé? Je pense qu'on parle justement ici de l'implication de ces œuvres d'art qui sont aujourd'hui stockées et à savoir si elles verront un jour la lumière du jour et qui prend ces décisions. Est-ce que quelqu'un est motivé à répondre à cette question? Caroline, Guillaume?
Alors, il y a quelques artistes qui interrogent non seulement la provenance ou le passé, on va dire, pas de la culture physique, mais de cette œuvre qui est fouillée, qui en ressort, mais ce n'est pas quelque chose que nous avons actuellement dans nos galeries. Nous avons en ce moment une pièce de Giuseppe Pennone qui s'adresse plus ou moins adresse ce sujet, mais rien à l'heure actuelle peut être trouvé sur ce sujet dans notre galerie. Je parlais de la beauté de l'objet. C'est exactement ce à quoi je faisais allusion. C'est les façons de poterie, car il est très difficile d'obtenir des informations sur les origines. Certaines ont des peintures magnifiques qui sont dessus et qui peuvent être exposées pour la beauté de l'esthétique, peut-être, et pour l'histoire qu'elle raconte. Mais si cette impression de poterie qui n'était pas décorée, à mon sens, ce serait difficile de lui donner une place d'exposition. Il n'y a pas véritablement de sens ou, oui, de raison de l'exposer. Ce serait beaucoup trop difficile pour le public de comprendre l'importance. Et même nous, je veux dire, moi, je travaille justement sur ces œuvres et c'est difficile. Mais il y a justement certaines de ces œuvres qui sont faites en série. Par exemple, dans notre collection, nous avons 2861 pièces de monnaie. Toutes ne sont pas de la même époque, mais parce que c'est au cœur d'une série et d'une collection, il y a du sens qui est offert parce qu'on voit cette chronologie à travers l'objet. Nous n'avons pas besoin de chef-d'œuvre, même si le musée est toujours très heureux de pouvoir présenter ces chefs-d'œuvre dans sa galerie, mais ce n'est pas ce qui va donner le plus de sens à un musée ou à une collection. Je suis désolée, je dois me permettre d'intervenir ici sur ce que Guillaume a dit. En parlant de la beauté et de sa subjectivité, la beauté, c'est aussi de savoir à quel point l'objet peut améliorer la vie de quelqu'un. Si on peut créer ce lien entre les objets et le public, cela peut avoir du sens dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Ou peut-être que ça peut inspirer quelqu'un à améliorer sa vie. C'est cela aussi la beauté de l'objet. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séance. Je suis désolée, je vais devoir réduire les commentaires. Je voudrais remercier tous les panélistes pour ces conversations. Ça a été un véritable plaisir. Vous êtes toujours invités à continuer cette conversation ultérieurement. Je vous remercie à tous pour votre participation et pour avoir rendu cette séance particulièrement dynamique. Merci à vous, Nora.